Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace. Depuis près d'une décennie, l'espace émerge comme un nouvel environnement stratégique. Si les premiers exploits de la conquête spatiale étaient avant tout une question de prestige pour les États, les intérêts commerciaux, stratégiques, voire militaires, ont pris le pas sur une simple course à l'espace. La dernière évolution, le New Space, a bouleversé les équilibres traditionnels et la notion de puissance spatiale. On va vous expliquer donc l'essentiel de ces nouveaux enjeux. Il s'est passé un peu plus d'un an entre le dernier lancement d'Ariane 5, le 5 juillet 2023, et le lancement inaugural d'Ariane 6, le 9 juillet 2024. Le premier lancement commercial de la version à 2 boosters de la fusée, l'Ariane 6-2, le 6 mars 2025, a mis en orbite le satellite militaire CSO-3 pour le compte de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Le système CSO est une nouvelle génération de satellites d'observation militaire conçus pour fournir des images de haute qualité à l'armée française. 5 autres vols sont prévus en 2025, dont le premier vol de la version 4 booster, l'Ariane 6-4, fin 2025. Alors qu'est-ce qu'une puissance spatiale ? Un État est qualifié de puissance spatiale lorsqu'il est autonome pour la fabrication et le lancement de ses satellites. Aujourd'hui, seule une dizaine d'États disposent de cette capacité, les États-Unis, la Russie, héritier de la course à l'espace entamé dans les années 50, restent les piliers historiques du domaine spatial. La France, troisième puissance spatiale historique, joue un rôle central via sa contribution à l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et notamment le développement des lanceurs Ariane. L'Europe est considérée comme une puissance spatiale à l'organisation horizontale entre l'Agence spatiale européenne, 23 membres, dont 3 hors Union européenne, et l'Union européenne, 27 membres, et puis verticale entre ces organisations et leurs États membres. Au-delà des puissances historiques, d'autres pays se sont imposés comme des acteurs incontournables du domaine spatial, tels que la Chine, l'Inde ou encore le Japon. Alors quelles sont les puissances spatiales dans le monde ? Les puissances spatiales dans le monde, 1957 la Russie, 1958 les États-Unis, 1965 la France, 1970 le Japon, 1970 la Chine, 1971 le Royaume-Uni, 1979 l'Union européenne, 1980 l'Inde. Quelles sont les puissances spatiales émergentes ? 1988 Israël, 2009 l'Iran, 2012 la Corée du Nord, 2013 la Corée du Sud. Alors qu'est-ce que le New Space ? Jusqu'au début des années 2000, l'espace était un domaine réservé aux États-Unis. Et oui, parce que les États-Unis, ils étaient majeurs, et c'est encore le cas, surtout avec SpaceX et Blue Origin, et puis d'autres qui arrivent juste après. Mais depuis, avec ces entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin ont pris une place grandissante dans l'exploration spatiale. Elles développent de nouvelles technologies de lancement, de satellites et même de tourisme spatial. C'est ce qu'on appelle le New Space. D'après un rapport de l'Assemblée nationale française, cette nouvelle organisation entre commande publique et marché dans le domaine spatial est apparue aux États-Unis sous l'impulsion de la NASA. Un ensemble d'évolutions caractéristiques du New Space. Multiplication des acteurs spatiaux, start-up, GAFAM, acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Innovation technologique de rupture. Réutilisation des équipements, miniaturisation, impression 3D, moteur et allumable. Nouveau mode de financement et baisse du coût de l'espace, essor des méga-constellations de petits satellites. Alors au niveau des astronautes, quelques définitions intéressantes. Un astronaute, c'est une personne qui effectue ou a effectué un vol dans l'espace extra-atmosphérique et par extension la personne formée en vue d'un tel vol, selon France Terme.
D'autres termes existent et sont utilisés selon la nationalité du passager d'un engin spatial. Cosmonaute pour les Russes, spationaute pour les Français, taïkonaute pour les Chinois. L'astronaute est américain, mais l'usage du mot est imposé dans toutes les nationalités. Au niveau des constellations de satellites, il s'agit d'un ensemble de satellites remplissant des fonctions complémentaires ou identiques selon France Termes. Ces satellites sont répartis dans l'espace en orbite basse ou moyenne de façon à assurer des missions communes de télécommunication, de navigation ou d'observation de la Terre sans interruption. L'essor des constellations de satellites en orbite basse génère mécaniquement un risque croissant de brouillage. Alors la France et l'Europe à la conquête de l'espace. La France devient une puissance spatiale en novembre 1965. L'Europe en décembre 1979. La création de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en mai 1975, par 11 États dont la France, permet à l'Europe spatiale de s'affirmer. Dès 1979 et sur plusieurs décennies, le programme Ariane sera un succès commercial et technologique. Les lancements se font depuis le Centre spatial guyanais, le CSG à Kourou. La France représente près de la moitié du secteur spatial européen et 35% de ses emplois, selon un rapport parlementaire. Mais l'organisation institutionnelle est morcelée. Pour y remédier, l'Union européenne a lancé un programme spatial doté de 14,8 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Cependant, un budget spatial européen est insuffisant, 8,1 millions d'euros en 2021 comparé à celui des États-Unis de 40 milliards d'euros, soit 35 milliards d'euros en réalité. Les États-Unis disposent de capitaux privés très importants et s'appuient sur des opérateurs privés, le New Space. Les développements récents du New Space représentent pour la France et l'Europe un risque de décrochage. La tutelle du secteur spatial en France est passée en 2020 du ministère de la Recherche à celui de l'économie afin de combler le retard français et de favoriser l'innovation française de l'industrie spatiale. Alors, 8 dates clés pour la conquête spatiale française et le programme Ariane. 1961, le Centre national d'études spatiales, le CNES, est créé à l'initiative du général de Gaulle afin de faire de la France une puissance spatiale indépendante dans le contexte de la guerre froide. 1965, depuis la base d'Amaguir en Algérie, lancement de la première fusée Diamant permettant la mise en orbite du satellite Astérix. La France devient la troisième puissance spatiale après les États-Unis et l'Union soviétique. 1975, à la suite de l'échec du programme Europa, 11 États européens signent une convention pour créer l'Agence spatiale européenne, l'ASE. L'objectif est de construire un lanceur européen. Le port spatial de l'Europe est établi à Kourou, en Guyane. 1979, le lanceur Ariane 1 décolle de la base spatiale de Kourou et offre à l'Europe son premier accès autonome à l'espace. Le programme Ariane est piloté par le CNES et financé à 60% par la France. 1984, Ariane 3 effectue son premier vol, avant Ariane 2 dont le lancement inaugural a eu lieu en 1986. Ces lanceurs sont bâtis sur le même modèle que Ariane 1 mais possèdent des moteurs plus puissants et une capacité d'emport de carburant plus importante. 1988, premier lancement d'Ariane 4. Elle se décline en 6 versions différentes pour s'adapter à l'évolution des satellites et à la demande commerciale. Jusqu'en 2003, la fusée va réaliser 116 lancements, dont 3 échecs, et mettre en orbite plus de 180 satellites. 1998, réussite du lancement commercial d'Ariane 5 après l'échec de son tout premier vol en 1996. Conçue pour répondre à l'augmentation du poids des satellites, cette fusée peut placer jusqu'à 10 tonnes de charge utile en orbite géostationnaire. Après 25 ans de service et 117 lancements, elle a effectué sa dernière mission en juillet 2023. 2024, premier vol d'Ariane 6, le 9 juillet 2024.
Lors de sa toute première mission commerciale en mars 2025, la fusée a placé en orbite un satellite d'observation militaire pour le compte de l'armée française. Alors, où commence l'espace ? L'espace extra-atmosphérique est situé au-delà de la partie de l'atmosphère terrestre, où la densité de l'air permet le vol des aéronefs. Autrement dit, l'espace commence là où finit notre atmosphère. Mais cette limite reste floue. L'atmosphère ne s'arrête pas brusquement. Elle s'amincit progressivement sur plusieurs centaines de kilomètres. On considère que cette limite se situe à environ 50 km d'altitude. Mais la Fédération aéronautique internationale, la FAI, a choisi de fixer une limite plus nette à 100 km. C'est la ligne de Kármán. La question se pose avant tout pour les États en termes de frontières. Où s'arrête l'espace aérien souverain d'un pays ? Et où commence l'espace extra-atmosphérique qui ne peut être revendiqué par aucun État. Il n'existe pas de consensus politique à cette question. La zone litigieuse est située entre 80 km et 120 km au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'est-ce que le Code galactique ? En 1963, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui consacre 9 principes juridiques fondamentaux sur l'espace. Premièrement, l'exploration et l'utilisation de l'espace se font dans l'intérêt de toute l'humanité. Deuxièmement, la liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace pour tous les États. Troisièmement, l'interdiction de toute appropriation nationale d'une partie de l'espace. Quatrièmement, un usage à des fins exclusivement pacifiques, sanctuarisation de l'espace. Cinquièmement, la responsabilité des États pour leur activité spatiale. Sixièmement, la coopération et l'assistance mutuelle entre États. Septièmement, un contrôle national des objets envoyés dans l'espace. Huitièmement, la responsabilité des États en cas de dommages causés sur Terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace. Et dernièrement, enfin, les astronautes sont considérés comme des envoyés de l'humanité et les États leur doivent assistance en cas d'accident. Alors, article 4 du traité de l'espace de 1967, les États partis au traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur les corps célestes et ne pas placer de telles armes de toute autre manière dans l'espace extra-atmosphérique. Quel droit s'applique donc dans l'espace ? Dès le début de la conquête de l'espace, les États ont souhaité établir des règles spécifiques pour la conquête spatiale. 5 traités conclus entre 1967 et 1979 constituent le droit de l'espace. Ces textes sont complétés par des accords internationaux. Les principes généraux de la Charte des Nations Unies s'appliquent aussi dans l'espace. Alors l'espace, avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, on voit que c'est un nouvel espace conflictuel. Les pays ayant historiquement participé à la conquête spatiale sont devenus de plus en plus dépendants de ce milieu. La météorologie, les communications, la surveillance. Selon un rapport sur la stratégie spatiale de défense, ils ont développé de nouvelles vulnérabilités. L'arsenalisation de l'espace, soit le fait de placer des armes en orbite, s'est développé dès la guerre froide. Elle s'intensifie ces dernières années du fait d'un contexte géostratégique dégradé et malgré la sanctuarisation de l'espace. La France a pris conscience du retard accumulé en 2018, lorsqu'un satellite russe a espionné un satellite franco-italien. Cet événement a déclenché l'élaboration d'une stratégie spatiale de défense. En 2019, les membres de l'OTAN ont reconnu l'espace comme le 5e domaine opérationnel avec les milieux terrestres, maritimes, aériens et cyber. En 2019, le commandement de l'espace s'est créé en France et en 2020, l'armée de l'air devient l'armée de l'air et de l'espace. L'ambition de la France se porte sur 2 niveaux. Protection des satellites, grâce à la surveillance de l'environnement spatial, défense dans l'espace des intérêts spatiaux français et européens face aux actes inamicaux, illicites et agressifs.
Alors quel est le chiffre clé ? 42 110. C'est le nombre d'objets actuellement en orbite suivis par les réseaux de surveillance spatiale selon le Bureau des débris spatiaux de l'ESA. Depuis le début de l'ère spatiale en 1957, 6960 fusées ont été lancées hors échec afin de placer 22 310 satellites en orbite, dont 14 690 sont encore dans l'espace, 12 000 sont encore en activité. Tous les objets n'étant pas catalogués, on estime qu'il y aurait également environ 140 millions de débris spatiaux de plus de 1 mm. Le risque de collision est particulièrement élevé dans certaines zones, comme l'orbite terrestre basse où se concentrent beaucoup de satellites. Les objets d'une taille supérieure à 1 cm sont suffisamment grands pour causer des dommages catastrophiques lors d'une collision, selon le rapport 2025 sur l'environnement spatial de l'ESA. Alors, objectif Lune, le retour. Entre le 21 juillet 1969 et le 14 décembre 1972, 12 hommes ont marché sur la Lune. Depuis cette date, plus aucun homme n'a foulé le sol lunaire. Plusieurs explications. Coût des programmes, développement des usages commerciaux et stratégiques de l'espace. Il est plus intéressant de mettre en orbite des satellites. Mais aussi des intérêts positifs des nations pour le prestige de la conquête spatiale. Pourtant, en 2011, la NASA annonce le développement d'un lanceur super lourd, le Space Launch System, le SLS, afin de préparer une présence permanente sur la Lune. En 2019, les États-Unis annoncent le programme Artemis, afin de permettre le retour de l'homme sur la Lune à l'horizon 2024. Délai qui ne sera pas tenu, puis des vols habités vers Mars. Le premier vol du lanceur lourd SLS a eu lieu en 2022. La NASA a retenu les entreprises Blue Origin et SpaceX afin de développer des vaisseaux lunaires. D'ici à 2027, les États-Unis ont prévu de renvoyer des hommes sur la Lune. Alors, à la phase initiale euphorique de l'ère spatiale qui imaginait voir atterrir des humains sur Mars et établir des bases permanentes sur la Lune, dès les années 1980, a succédé une phase beaucoup plus réaliste, qui a intégré que la conquête spatiale était coûteuse, risquée et moins prioritaire que d'autres sujets terrestres. Les États ont tenté de réglementer l'exploration et l'utilisation de l'espace. La récente révolution du New Space introduit un nouveau paramètre, un accès moins cher à l'espace par des acteurs privés, mais subventionnés par le secteur public. Désormais, le défi majeur consiste donc à définir des règles pour cette exploration et cette utilisation de l'espace applicable à tous, afin de protéger les autres planètes autant que de défendre la nôtre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.